Bonjour à tous. Alors avant toute chose, comme vous l'entendez, ma voix est pas encore revenue à son niveau optimal. Mais bon, on va dire que déjà je suis plus à faune, donc c'est déjà bien. Mais du coup, voilà, désolé, mais je pense encore pour les quelques épisodes encore à venir, vous allez sûrement entendre ma voix, voilà, qui est un peu grésillarde, avec un peu dératée. Voilà, je suis désolé, mais j'essaie de faire au mieux. Alors, bonjour à tous, vous l'attendiez peut-être, donc finalement, après 3 mois d'attente quand même, voilà le 3e volet de notre petite série sur les 12 lois de la gestion du temps. Alors, petit aparté, en début d'épisode, avant de commencer, je tiens à remercier les personnes qui ont joué le jeu en m'envoyant leur application de la méthode Seinfeld, celle que j'ai développée dans l'épisode 62, celui de la semaine dernière, donc qui m'ont envoyé leur petit agenda qui est rempli de croix ou autre. Et pour les autres, rien n'est perdu, parce que comme j'avais dit que c'était jusqu'au 14 juillet, il vous reste encore une semaine, donc voilà, si vous voulez jouer le jeu, je vous attends. Bien, du coup maintenant, entrons tout de suite dans le vif du sujet, mais avant toute chose, bonjour à tous, et bienvenue dans ce 63e épisode d'Electron-Penseur. Alors, pour rappel, cette petite série, donc qui j'avais déjà prévenu, elle serait très étalée dans le temps, elle regroupe en fait les 12 lois de la gestion du temps. Alors, si vous venez de débarquer, c'est quoi les 12 lois de la gestion du temps ? Alors non, c'est pas une organisation secrète qui égorge des chèvres sur des horloges, non, c'est simplement en fait un groupement de 12 lois, de 12 concepts qui ont été théorisés par des individus différents, à des époques différentes, et qui finalement, mis tous ensemble, un peu façon une espèce de méta-analyse, vous savez, en fait, un regroupement de plein de petites analyses, une espèce de méta-loi, en fait, finalement, qui, en les mettant toutes ensemble, elles se complètent les unes les autres, et finalement, elles nourrissent tous un seul et même objectif, c'est-à-dire celui d'être plus productif et d'arrêter de perdre du temps. Donc, pour rappel, on a vu dans l'épisode 43, la loi de Murphy, donc pour rappel, la loi de Murphy, elle servait à nous préparer au pire, et dans l'épisode 52, on avait vu la loi de Parkinson, qui dit tout simplement qu'une tâche, elle occupe toujours tout l'espace qui lui est disponible. Donc du coup, si vous avez besoin de réécouter ces épisodes-là ou de les découvrir, ne vous inquiétez pas, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Bien, du coup, aujourd'hui, attaquons-nous donc à la 3e loi, la loi de Carlson. Alors cette loi, cette théorie, elle a été développée par l'économiste suédois Sven Carlson, et elle peut être définie simplement comme ça. Un travail qui est réalisé en continu, d'une seule traite, il prend toujours moins de temps et d'énergie que s'il est réalisé en plein de petites fois. En fait, pour trouver ça, Carlson, qui, comme je vous l'ai dit, était économiste, du coup, il a essayé d'étudier le comportement des PDG. Il a essayé de chercher comment les patrons des grandes boîtes, du coup, ils arrivaient pour que leur entreprise, elle soit florissante. Et ce qu'il a découvert, c'est que finalement, ceux qui étaient les plus efficaces, c'était justement ceux qui demandaient être dérangés sous aucun prétexte. Ceux qui demandaient d'être enfermés dans leur bureau pour pouvoir se concentrer à fond sur une tâche. Et donc du coup, il a compilé tous ses travaux dans un livre nommé Executive Behavior en 1951. Donc du coup, executive, vous savez ce que ça veut dire, c'est l'exécution. Et behaviors en anglais, c'est le comportement. Donc du coup, il s'est vraiment basé sur l'étude du comportement des gens. D'où du coup, il a tiré la loi qui porte son nom. D'ailleurs, il s'est beaucoup appuyé sur la méthode psychologique qui est le behaviorisme. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est le concept psychologique qui dit qu'en fait, on part du principe que en étudiant le comportement d'une personne, on peut déterminer sa façon de penser ou sa façon de voir le monde. D'ailleurs, petit aparté, oui je sais, ça commence à faire beaucoup de petits apartés dans un même épisode, mais je vous préviens déjà, il va être un petit peu plus long que les autres. Alors du coup, petit aparté, en fait, j'aimerais beaucoup faire un épisode sur le sujet, sur cette théorie comportementaliste. Et donc du coup, si vous connaissez dans votre entourage ou autre quelqu'un qui est un peu calé sur le sujet, en français, finalement, je crois que c'est la psychologie comportementaliste. Donc du coup, n'hésitez pas à me contacter, ça pourrait faire un épisode d'interview vraiment cool ou autre. Donc voilà, ça c'est le petit appel à témoins. Bref, aparté fait, on retourne dans le vif du sujet. Alors comme on l'a dit, la loi de Carlson, elle défend l'idée qu'une tâche, elle prend toujours moins de temps et d'énergie si elle est faite d'une traite. Et cela à cause d'un élément qui est très simple, c'est l'inertie. Parce que du coup, je vous en avais déjà parlé dans un précédent épisode, je ne sais plus du tout lequel, mais il existe finalement ce qu'on appelle l'inertie du travail. Alors vous inquiétez pas, très prochainement, je vais vous faire un épisode dessus sur l'inertie du travail, un épisode entier dédié là-dessus pour dire comment finalement, ce que ça a vraiment comme impact, mais là je vais vous en parler, mais finalement, comment vous pouvez le tourner à votre avantage. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vais vous en parler. Mais en gros, finalement, c'est de se dire que chaque tâche, elle a besoin de temps pour se mettre en place.
aussi bien d'un point de vue matériel, donc voilà, de se dire si je ne mettrai pas un ou autre, il faut que je sorte les pinceaux, que je sorte la toile ou autre, mais surtout d'un point de vue psychologique. Parce qu'on estime qu'il faut environ une vingtaine de minutes à votre cerveau pour être complètement plongé dans la tâche. Parce que déjà c'est une nouvelle action, donc il faut du coup qu'ils reconnaissent les formes, qu'ils puissent aller chercher dans votre mémoire, qu'ils se souviennent des mouvements, des actions ou autres. Donc du coup voilà, il y a déjà un travail un peu pour se lancer, mais en plus parce que une fois que la tâche elle est finie, en fait la tâche elle reste voilà, dans, on va dire, dans une espèce de critère de priorité pour votre cerveau, même une fois que elle s'est passée. C'est un peu, pour vous mettre un peu un exemple, c'est un peu la même chose que quand vous regardez par exemple une image et que d'un coup vous fermez les yeux, et voilà, il y a encore l'image qui est imprégnée sur votre rétine, même si d'un point de vue de vos yeux, il n'y a plus de lumière qui arrive. Là pour votre cerveau c'est un peu la même chose, une fois qu'il a fini une tâche, c'est que voilà, il y a encore cette inertie qui plus ou moins qui empiète sur la tâche d'après, parce que voilà, votre cerveau il est encore préoccupé par ce qu'il est en train de faire. Parce que finalement, votre cerveau, c'est pas une télé. On switche pas d'une tâche à l'autre juste avec un claquement de doigts. Du coup, comme je l'ai dit, la fin de chaque tâche, elle empiète sur la suivante. Donc du coup, une fois que vous avez compris ça, finalement, vous avez compris pourquoi la loi de Carlson, elle est si importante. Parce que du coup, il faut un certain temps pour rentrer dans une tâche et être pleinement efficace et concentré. Donc une tâche, finalement, qui est faite sur une action continue sans interruption, et du coup, vous subissez, on va dire, cette inertie juste au début de la tâche, parce que voilà, vous n'avez pas besoin de vous relancer tout le temps. Je pense que le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est celui d'un train. Alors oui, je sais, dit comme ça, vous allez encore me dire, ça y est, t'as encore pété un boulon, on comprend rien de ce que tu dis, vous avez un peu du mal à voir ce que je dis. Mais vous inquiétez pas, je vais rentrer un peu plus dans le sujet. Dites-vous en fait que vous êtes une locomotive. Alors, n'y voyez aucune atteinte à votre physique, vous êtes une très belle locomotive avec une belle cheminée et tout. En fait, la tâche à accomplir, ça représente les rails. Pour finir la tâche, vous devez simplement aller d'un bout à l'autre des rails. Par exemple, prenons pour l'exemple que vous devez parcourir 100 km sur les rails pour finir votre objectif. Donc avant de toute chose, il faut commencer. Donc plus votre projet il est gros, plus il est long à mettre en place, plus l'inertie du travail précédent est grande, plus la tâche que vous avez fait juste avant, elle vous demande de la concentration et de l'énergie et tout ça. En fait, finalement, plus on vous rajoute de wagons. C'est vraiment, on vous met de plus en plus de wagons, voilà, selon ces deux critères-là. Donc du coup, même si vous avez 100 km qui sont sur une ligne droite sans interruption, du coup il va vous falloir énormément de temps et d'énergie pour tracter toutes ces tonnes et finalement atteindre votre vitesse maximale. Disons que vous mettez peut-être 10 km à atteindre votre vitesse maximale. Donc du coup, vraiment la vitesse maximale, celle où vous êtes vraiment productif et efficace. 10 km, donc finalement vous avez mis quasiment 10% du temps à vraiment réussir à vous mettre dedans. Donc du coup, vous pouvez voir qu'avant toute chose, cela demande déjà énormément d'énergie pour être au max de vos capacités dans la tâche. Parce que ce podcast, il est quand même sur la gestion du temps, et même si je vais donner mon avis sur un excès de productivité, perdre du temps inutilement, c'est juste stupide en fait. Voilà, j'ai un peu critiqué de dire de vouloir être trop productif, mais en contrepartie, ne vouloir pas être productif du tout, c'est un peu se tirer une balle dans le pied et gâcher du temps inutilement. Donc du coup, pour l'exemple donné, on va dire que votre vitesse maximale elle est de 100 km/h. Alors oui, je sais, je me fais pas trop chier par les calculs, parce que là, c'est les chiffres ronds. Mais donc du coup, si vous avez mis 10 km pour atteindre cette vitesse, du coup, vous allez mettre plus d'une heure, justement à cause de l'inertie. Parce qu'on pourrait se dire, en théorie, vous avez 100 km à faire, comme vous roulez à 100 km/h, vous devriez mettre une heure. Mais non, parce que souvenez-vous, vous avez mis 10 km pour atteindre cette vitesse de 100 km/h. Vous allez donc mettre plus d'une heure, justement à cause de l'inertie. Disons, on va dire 1h15 à peu près. Bien, maintenant, imaginons que la route ne soit pas une plaine. On n'est pas dans un film au Texas ou dans un western ou autre. Donc du coup, dites-vous que c'est pas juste une grande plaine avec que dalle. Là, du coup, vous devez passer entre les montagnes. Il y a des ponts, il y a des virages serrés, il y a des tunnels qui sont étroits et tout ça. Du coup, vous pouvez pas rouler à pleine vitesse sans prendre le risque de dérailler. Donc du coup, ça c'est exactement pareil pour votre projet. Parce que finalement, ces virages, ces ponts, ces montagnes, en fait, c'est toutes les difficultés que vous allez rencontrer alors que vous êtes à 100% sur la tâche. Du coup, elles vont vous ralentir, parfois même elles vont vous faire revenir en arrière. Et finalement, ces obstacles, c'est la personnification même de la loi de Murphy qui est sur votre chemin. Il y en aura forcément des obstacles, et du coup, vous ne pouvez pas faire autrement que de faire avec et de résoudre les problèmes un par un. Du coup, pour faire vos 100 km, vous allez devoir rouler moins vite, parfois même ralentir, puis réaccélérer. Donc on va dire que, grosso modo, pour faire vos 100 km, vous aurez mis 2 heures. Donc du coup, voilà, vous avez mis presque le double, alors que pourtant, vous étiez aussi concentré à 100% dans la tâche. Juste que finalement, la tâche en elle-même, elle présente des problèmes et des difficultés qu'il faut résoudre. Donc du coup, vous voyez déjà que, même en étant à fond dedans, en le faisant d'une traite,
bah du coup on met toujours plus de temps que dans l'idéal. Ok, et maintenant voyons ce qui se passe vraiment dans la réalité. Parce que ce soit au bureau ou chez soi, il est rare de pouvoir faire finalement toute une tâche d'une seule traite, sans être coupé à un moment donné. Finalement, on lit jamais entièrement un livre d'une seule traite, ou on fait jamais complètement un dossier d'une seule traite. Déjà parce que souvent ça prend plusieurs heures, des fois plusieurs dizaines d'heures, et que du coup à un moment, il faut bien manger, il faut bien aller aux toilettes, il faut bien dormir. Et puis en plus de ça, on est toujours dérangé. On a toujours par exemple un collègue qui cherche un dossier, votre enfant qui a besoin de vous pour quelque chose, le téléphone qui sonne. Bref, on peut jamais être concentré à 100% du début à la fin. Et pour notre image de train, comment est-ce qu'on présente ça ? C'est simple. Dites-vous que chaque interruption de votre travail, c'est une gare. Une gare à laquelle vous devez vous arrêter. Alors forcément, le temps d'arrêt à la gare, il retarde encore plus le temps total et la finition de votre projet. Donc ça veut dire que si vous avez un collègue qui vous monopolise pendant 10 minutes, sur votre temps total, vous rajoutez 10 minutes. Mais du coup, même si on coupe, même si dans le calcul, on coupe ces moments d'arrêt, ces moments où le train avance pas, où vous êtes sur une autre tâche, du coup, on est bien au-delà des 1h15 et bien au-delà des 2 heures. Parce que du coup, si on reprend juste l'exemple de la ligne droite, si vous avez fait un arrêt de 15 minutes au milieu, sur une gare au milieu ou pour une autre tâche, ça au milieu, du coup, vous n'allez pas mettre 1h30, vous n'allez pas mettre 1h15 plus les 15 minutes d'arrêt. Vous allez mettre beaucoup de plus. Parce que, encore une fois, c'est à cause de l'inertie. Parce que vous êtes lancé à 100 km/h, mais vous allez devoir freiner pour arriver jusqu'à 0. Et ouais, on n'est pas dans les westerns, les gens ils sautent pas de cheval directement dans le train, donc vous n'avez pas le choix. À la gare, vous devez vous arrêter. Donc du coup, vous devez passer de votre vitesse maximale, vous freinez vous-même pour arriver à 0, puis relancer la machine pour essayer de forcer vraiment à arracher les wagons des rails et à reprendre votre vitesse. Et donc du coup, comme au début, vous avez encore besoin de 10 km pour atteindre votre plein potentiel. Donc du coup, vous voyez l'impact qu'a une seule interruption de travail sur, du coup, sur votre périple avec le train, mais sur votre projet, c'est exactement la même chose. Et encore une fois, oui d'ailleurs, si quelqu'un est chaud pour me faire un jingle là de ça, je suis preneur. Je suis pas un extrémiste, c'est juste un outil. Il faut pas être vraiment toujours dans l'extrême. C'est juste un outil ce que je vous présente. Je vous dis pas de quitter votre femme, de plus dormir ou de vous emmurer dans votre bureau. En fait, finalement, ces pauses-là, par exemple, que je viens de décrire, elles sont nécessaires. Elles sont même vitales. D'ailleurs, on estime que passer plus de 90 minutes sur une tâche, finalement, on finit par devenir contre-productif parce qu'on finit par trop s'épuiser. Et donc, du coup, plus ou moins, c'est un peu genre comment se faire douleur, se faire souffrance. Et donc, du coup, en fait, c'est complètement contre-productif que si on s'arrêtait, quoi. Et donc, du coup, la preuve, comme quoi, au bout d'un certain temps, genre mentalement, on n'en peut plus et physiquement, souvenez-vous dans quel état vous étiez quand on sort des examens ou du bac, par exemple. Si vous avez passé 2 heures dans un truc d'examen à être concentré à fond, vous sortez, vous en pouvez plus, vous avez presque du mal à marcher parce que même physiquement, ça a été éprouvant. Donc là, dites-vous que il y a des pauses, vous êtes obligé de les faire. C'est vraiment vital de faire ces pauses-là, on ne met pas ça en question. Et puis pour reprendre notre exemple avec le train, finalement l'arrêt en gare, ça permet de changer les pièces du train avant qu'elles pètent en route. Et donc du coup, vous avez un peu la même chose, ça vous permet de faire des réajustements ou tout simplement de vous reposer, de prendre un peu de recul ou autre. Parce qu'en fait, finalement, la loi de Carlson, elle ne nous met pas en garde contre ces grosses pauses-là. En fait, elle nous met en garde contre les infinités de petites distractions qu'on a tout au long de la journée. Les notifications, les mails, les coups de téléphone, les dérangements intempestifs. Parce qu'en fait, c'est justement toutes ces petites actions qui même souvent se règlent en moins de 2 minutes, c'est vraiment des trucs où des fois même c'est juste répondre à une phrase ou autre. C'est vraiment toutes ces petites actions qui bousillent votre productivité. Parce que là, en fait, vous êtes doublement perdant. Parce que du coup, d'une part, vous avez l'inertie de votre travail, du projet dans lequel vous êtes, ou comme on l'a dit, finalement, elle se prolonge même une fois que vous l'avez fini. Donc du coup, ces petites tâches, elles sont tellement petites que du coup, elles sont prises dans cette inertia. Donc du coup, c'est-à-dire que ça vous empêche d'être pleinement dans ces petites tâches. Et en plus, ces petites tâches, comme elles vous forcent à vous arrêter, du coup, elles cassent aussi l'inertie du grand projet. Donc du coup, vous êtes doublement perdant. Et pour les petites actions, et pour la grande tâche. En gros, c'est comme si on vous disait qu'on a une gare tous les 10 km. Et comme vous avez besoin de 10 km pour être à fond, vous n'êtes jamais au top de vos capacités. Vous allez sûrement mettre même 5 heures pour faire vos 100 km parce que plus jamais vous arriverez à pousser à plein régime. Et encore, quand je dis 10 gares sur le chemin, je suis sympa. Parce qu'il y a des études aux États-Unis en 2010 qui ont trouvé qu'en moyenne, on a interrompu toutes les 12 minutes. Toutes les 12 minutes, c'est énorme. C'est-à-dire que 12 minutes, vous n'avez même pas le temps de regarder un épisode de Friends ou d'How I Met Your Mother. Ça dépend de la génération où vous êtes né. Donc voilà, dites-vous que c'est énorme 12 minutes. Et comme on l'a dit en début d'épisode, il nous faut en moyenne 20 minutes pour être dans la tâche. En gros, du coup,
c'est pas comme si on avait une gare tous les 10 km. C'est comme si on avait une gare tous les kilomètres. Votre puissance maximale, elle vous sert plus à rien parce que jamais vous aurez même l'accélération, vous en aurez quasiment plus parce que jamais vous arriverez à l'atteindre. Donc du coup, là, pour vous, la faire les 100 km, ça se compte en jours maintenant, c'est même plus en heures, ça se compte en jours et limite vous ayez presque plus vite à pied. Bien. Du coup, j'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre l'importance de finalement de vous garder des grandes plages horaires pour faire une tâche précise. Voilà, de vous avoir vraiment mis en danger, que vous avez vraiment montré qu'en fait finalement le danger c'est pas de faire des pauses en temps, voilà, des pauses café ou autre, on peut se recharger. C'est vraiment voilà toutes les petites distractions, tous les petits trucs qui sont intempestifs et qui bousillent notre productivité. Donc du coup là, maintenant vous pourriez me dire, c'est bien joli, mais finalement comment on met ça en action? Parce que oui, maintenant j'ai plus les petits call to action que j'avais dans la saison 1. Donc là on pourrait se dire, bah voilà, et l'application concrète elle est où? Parce que là vous pourriez me dire, la question la plus évidente c'est, nos proches et nos collègues, ils peuvent, et ils vont même sûrement le prendre mal si on leur dit que là il faut qu'ils nous laissent tranquilles et qu'on veut pas leur parler pour l'instant. Alors, la première chose déjà avant de faire ça que vous pouvez faire, dites-vous que vous pouvez essayer de le faire avec vous-même. Après tout, Gandhi, il a bien dit, vous devez être le changement que vous voulez voir. Et ben du coup, essayez déjà de faire le travail sur vous-même. Arrêtez de regarder vos mails toutes les 5 minutes, toutes les heures, c'est largement suffisant. Si vous avez un ami ou un client qui a une demande urgente, il va vous appeler, il va vous envoyer un mail. Si 5-10 minutes après il n'a pas de réponse, il va vous appeler. Ensuite, finalement, le pire des dangers, et c'est vraiment, je pense, la loi de Carlson, à l'époque, il ne l'a pas dû voir venir, mais elle s'applique vraiment aujourd'hui. Le pire des dangers, en fait, il est dans votre poche. Peut-être même que c'est avec ça que vous m'écoutez. C'est votre téléphone. Les notifications et tout ça, ça c'est vraiment un fléau. Il n'y a pas de dire, faut essayer de faire le tri. Je pense qu'il faudrait essayer de toutes les désactiver. Et le pire, c'est Facebook. Parce que Facebook, il est tellement le roi pour vous distraire, qu'il vous envoie des notifications, même quand il n'y a rien de nouveau. Juste pour vous dire, hey, je suis là. Juste pour ruiner votre concentration et récupérer votre attention. Voilà. Donc après, pour le coup, moi, j'avoue, j'ai un côté un petit peu extrême, parce que du coup, moi, je m'y prends directement à la base. C'est-à-dire quand je lis, quand je suis en train d'enregistrer cet épisode, et pendant que j'écris aussi le podcast, mon téléphone, il est en mode avion. Donc du coup, voilà, il est non seulement silencieux, mais il est en mode avion. Donc du coup, voilà, moi, c'est un peu le côté extrême. Mais du coup, vous pouvez ne pas être si extrémiste. Donc du coup, si déjà, au moins, vous désactivez au moins le son et que vous retournez votre téléphone sur la table, je dis retournez votre téléphone sur la table pour pas voir, vous savez, soit votre écran qui s'allume, soit voilà le petit voyant qui clignote en mode hey, il se passe quelque chose. Donc du coup, voilà, si vous avez fait ça, vous avez déjà enlevé au moins 60% des gares. Parce que faut vraiment prendre en compte que vraiment la notification, on en a tout le temps pour tout et n'importe quoi, pour des jeux, des mails et tout ça. Et que la majorité des trucs, c'est pas urgent, quoi, vraiment. À la rigueur, je sais quasiment tous les téléphones le font maintenant. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est que dans le mode ne pas déranger, vous pouvez soit mettre des numéros qui, même quand ils vous envoient un message ou qui vous appellent, ils passent à travers et du coup ça sonne. Donc voilà, si vraiment vous attendez une urgence ou autre, ou vous pouvez mettre un truc où il y a que plus ou moins que les appels qui passent. Donc du coup vous pouvez se dire si quelqu'un qui m'appelle ou si autre. Donc vous pouvez déjà filtrer à ça. Si par exemple je dis un peu quoi, vous êtes au bureau, vous pouvez vous dire s'il y a un client ou autre qui m'appelle, il faut quand même que je puisse le joindre. Donc voilà, vous pouvez régler à ce niveau-là sans être vraiment extrême au point de tout vous couper. Parce que du coup, si vous avez fait ça, vous avez déjà enlevé au moins 60% des gares, au moins 60% de toutes les petites distractions qui vont ruiner votre productivité. Alors du coup, on a dit qu'on gardait quand même les 10% qui étaient des pauses vitales, qui même si elles s'étendaient ou autre, il fallait quand même les garder, sinon on allait craquer. Du coup, ce qui nous laisse encore 30% sur lesquels finalement on peut agir. Et finalement, les 30%, c'est on va dire les plus délicats, parce que ça inclut justement d'autres êtres humains et surtout d'autres égos. Car oui, en fait, si vous attaquez à ces 30% restants, vous allez devoir rentrer en guerre, mais littéralement en guerre, contre les égos des autres. Parce que du coup, si vous dites à une personne de ne pas vous déranger pendant 1 heure, parce que vous êtes sur un projet ou autre, parce que vous voulez lire, vous voulez regarder un film ou autre, le premier réflexe que la personne en face, le premier réflexe de son ego, ça va être de se dire que il ou elle est moins importante que le projet. Si vous vous dites, je sais pas, à votre compagne ou autre, pendant 1 heure, tu me parles pas ou autre, je me mets dans mon coin, je bouquine, même si elle vous aime et de ça, le premier réflexe de son ego, ça va être de se dire, attends, je suis pas le centre de son attention, la limite, le livre est plus important que moi. Alors du coup, là, le meilleur moyen de désamorcer ça, c'est le dialogue. C'est finalement d'expliquer à votre collègue ou à votre partenaire que non, c'est pas parce que vous voulez plus lui, c'est pas parce que vous voulez plus lui parler, c'est juste que finalement, vous avez besoin de temps pour être efficace sur un sujet. Et finalement, le meilleur moyen, en plus du dialogue que vous pouvez faire, c'est faire un compromis. C'est-à-dire que là, vous dites, personne ne me dérange pendant 2 heures, et après, on fait tous une pause café. Par exemple, vous pouvez dire, votre petit ami ou autre, du coup, tu me laisses dans mon coin pendant 1 heure, et après, on se fait une série Netflix à 2.
finalement, en fait, la meilleure approche, je pense vraiment que c'est ça, c'est vraiment celle du dialogue, d'expliquer que non, c'est pas par rapport à lui, c'est vous, limite c'est presque vous là qui n'arrivez pas à faire deux choses en même temps, c'est vraiment vous qui avez besoin de prendre du temps pour vous pour pouvoir progresser efficacement, et de se dire que voilà, on fait un compromis en disant en contrepartie, surtout dans un premier temps, ça aide en disant voilà, c'est vraiment, parce que en fait ça aide vraiment, le compromis, c'est vraiment de dire non, voilà, tu restes toujours une priorité, genre voilà, votre collègue est toujours important pour vous, votre meilleur ami, votre coloc, votre copine, c'est vraiment, ils sont toujours importants pour vous, mais c'est juste que voilà, là je fais une petite pause, je fais le truc, et voilà, après, plus ou moins il est déjà établi ce qu'on fait ensemble après. Donc du coup pour moi la meilleure approche, ça reste vraiment celle du dialogue et du compromis. Après, si le dialogue il a du mal à passer, donc du coup ce qui est probable je pense dans au moins un bon 50% des cas, du coup je vous conseille finalement de l'illustrer avec la métaphore du train, ou mieux de leur faire écouter cet épisode, tout simplement pour que l'autre il comprenne que on n'attaque pas son ego, que c'est vraiment ça, on a juste besoin de cette place pour être au top de ses capacités, et que voilà, c'est pas par rapport à lui limite, c'est par rapport à nous quoi. Oui, c'est le fameux c'est pas toi c'est moi, mais on va dire là c'est dans un meilleur contexte. Donc du coup l'écriture même et l'enregistrement même de cet épisode, ça s'est fait du coup sur on va dire 1 heure, 40 minutes pour l'écrire et voilà une petite demi-heure pour l'enregistrer. Donc du coup ça s'est fait sans aucune interruption. La preuve, puisqu'à part les moments où je vais couper, soit parce que j'ai plus du tout de voix parce que voilà elle descend, ou soit parce qu'il y a des moments d'hésitation, sinon c'est quasiment fait, en fait c'est fait d'une traite. Donc du coup voilà, c'est vraiment de se dire il faut vraiment essayer de couper toutes les distractions pour être le plus efficace possible. Et d'ailleurs cet état de concentration intense sur un sujet, sur un moment donné, sans aucune distraction, d'être vraiment plongé dedans, ça se rapproche pas mal d'un concept qu'on appelle le flow ou l'état de flow. Alors oui, je sais, comme tout ce qui est nouveau et un peu original, ça a toujours un peu une consonance anglophone, une consonance un peu anglaise. Du coup, certains d'entre vous y connaissent peut-être, d'autres non. Donc du coup, voilà, si vous connaissez, dites-vous que ça se rapproche pas mal de cet état-là. Et donc du coup, pour les autres, je suis en train de plancher sur le sujet avec 2 de mes meilleurs potes. Donc du coup, vous risquez d'en entendre parler très prochainement. Donc voilà, je fais un petit peu de teasing. Mais voilà, pour vous dire que, pour ceux qui connaissent un peu ce concept-là, ça se rapproche vraiment de ça. En fait, c'est vraiment la base. C'est de se dire qu'il faut vraiment, pour être concentré, il faut vraiment se laisser des plages pour pouvoir faire que ça, quoi. Alors du coup, j'espère, moi, vous aura bien aiguillé et vous aura vraiment montré l'importance d'un moment continu et sans interruption sur un sujet. Si vous avez des questions, des besoins de conseils ou autres, donc notamment sur ce sujet-là, si par exemple vous ne savez pas trop comment aborder le sujet avec vos proches ou autres, que vous avez rencontré des soucis ou autre, vous n'avez pas à vous libérer du temps ou autre, venez m'en parler, il n'y a pas de souci, on pourra même surtout en privé et de ça, vu que je sais que c'est plus facile d'en discuter un peu en one-to-one que devant la place publique qui est Facebook. Donc du coup n'hésitez pas sur la page Facebook, vous m'envoyez un message privé et du coup je serai ravi de vous aider et de répondre à votre question. Sur ce, du coup, je vous laisse vous plonger pleinement dans votre prochaine tâche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!